Donc voilà, à partir de maintenant, nous sommes enregistrés. Bon, monsieur. Parfait. Non, je ne vais pas faire. Voilà. Donc, David, merci de nous recevoir, enfin de nous recevoir chez toi, ou chez vous, pardon. Le sujet de la filière hydrogène-énergie, on n'est pas parti pour parler business, on est parti plutôt pour parler technique et potentialité technique. Voilà, donc vous avez la parole et enfin, je pense que les gens sont impatients d'abord de savoir ce que signifient tous les sigles que l'on a accrochés à votre nom et que vous avez mis sous votre cello. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, je vous remercie déjà pour votre invitation. Donc je suis David Bouquin, je suis professeur à l'Université de Franche-Comté, directeur adjoint de FC Lab. Donc FC Lab, c'est une unité d'appui de recherche du CNRS qui est multitutelle. Et donc en bas à gauche, vous avez l'établissement qui alimente en ressources financières et humaines FC Lab, donc le CNRS, l'UTBM, l'Université de Franche-Comté, l'école de micromécanique de Besançon et la grosse université régionale qui s'appelle l'UBFC. Ce laboratoire, qui travaille depuis 20 ans sur l'hydrogène à Belfort, puise ses ressources de chercheurs sur 6 laboratoires qui sont des laboratoires partenaires, dont FemtoST, qui est un gros laboratoire régional qui compte 700 personnes, le MTA à Nancy, le SATI à Cachan, Gustave Eiffel, qui est sur Paris et Lyon, l'Institut Canon de Bourgogne et le laboratoire Ampère sur Lyon. Donc ces 6 personnes, ces 6 laboratoires comptent à peu près, mettent à disposition d'FCLab environ 140 chercheurs, dont une quarantaine de doctorants, qui sont, on va dire, nos bras armés pour la partie recherche. Et l'objectif d'FCLab aujourd'hui, c'est d'une part de fédérer les travaux de recherche de ces 6 laboratoires sur l'hydrogène-énergie, et également de pouvoir aujourd'hui, maintenant depuis une petite dizaine d'années, de proposer aux industriels des activités de transfert de valorisation. Et donc, typiquement, nos bancs d'essai, nos équipements de recherche sont à disposition pour des partenariats de recherche avec les industriels. Donc, nos partenaires, c'est les grands groupes européens et internationaux de l'hydrogène-énergie, de Symbio, Michelin, Faurecia, etc., qu'on verra peut-être un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous brosser un panorama rapide et le plus détaillé possible dans le temps imparti de la filière hydrogène-énergie. J'ai beaucoup de diapos, je vais essayer d'aller vite sur certaines, et puis on aura bien sûr un temps d'échange après sur des questions ou des points techniques que vous souhaitez bien sûr approfondir. Donc, première partie de présentation, les éléments fondamentaux de l'hydrogène-énergie. Donc, pour avoir des points de repère, je vous ai mis un petit peu ce qui est en jaune sur l'écran. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, qu'un kilogramme d'hydrogène, ça fait 12 mètres cubes à pression ambiante. Bien sûr, on va chercher à le pressuriser pour prendre moins de place dans les systèmes stationnaires ou de transport. Et donc, 1 kg d'hydrogène, ça fait environ 33 kWh thermiques, si je le brûle, environ 3 fois plus que de l'essence ou du gasoil. Et si je le mets dans une pile à combustible, ça fait 16 kWh électriques. Et 16 kWh électriques, ça fait environ 100 km de voiture. Donc, 1 kg d'hydrogène, ça vous fait 100 km de voiture. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, une Mirai Toyota, ça contient environ 6 kg d'hydrogène. Alors, rapidement, déjà, pourquoi l'hydrogène nous intéresse? Donc, je prends un peu plus de recul. Donc, typiquement, je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut rapidement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc de carbone. L'objectif mondial aujourd'hui, c'est diviser par 2 les émissions au niveau mondial et juste au niveau de la France, ça veut dire diviser par 4 les émissions qu'on connaît en 2015. D'accord? Donc, pour nous, c'est divisé par 4 pour les Français. Pour le monde global, c'est divisé par 2. Je vous ai mis le camembert à gauche ici des émissions françaises de gaz à effet de serre. Donc, on voit qu'on a un gros tiers transport, le résidentiel tertiaire, typiquement le chauffage de ces bâtiments, l'agriculture, gestion des sols, donc tout ce qui est, on va dire, émanation de méthane et de gaz dû à la putréfaction des végétaux. L'industrie, de manière générale, 18%, et transformation d'énergie, on est sur 11%. Ça, c'est au niveau français. Si je fais au niveau international, on a en gros 30% transport, 30% énergie, transformation et 30% industrie et le reste, c'est les végétaux. Un point important, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, notre consommation d'énergie mondiale, donc aujourd'hui à peu près ici 14,5 kilotonnes, mégatonnes équivalent pétrole, il faut avoir en tête qu'elle représente 85% d'énergie carbonée.
Donc 80% de notre consommation d'énergie aujourd'hui mondiale, c'est du gaz, du charbon et du pétrole. Le nucléaire, c'est 3%, l'hydroélectricité, c'est 3% ou 4%, et le reste, pour l'instant, c'est, on va dire, peanuts. Donc l'effort à faire est quasiment de diviser par 2 minimum cet apport-là dans les 10, 15, 20 ans à venir. Donc c'est un chemin qui est quand même très compliqué. Donc l'hydrogène aujourd'hui, nous, on y croit depuis maintenant une vingtaine d'années sur Belfort et on a beaucoup travaillé pour ça. Et maintenant, effectivement, beaucoup d'États au niveau mondial ont fait le même constat. C'est que ça représente un vecteur énergétique, alors j'ai mis incontournable pour aller plus loin, pour insister, mais en tout cas, important en tout cas pour les futures filières énergétiques. Pourquoi? Puisqu'on envisage, si les produits est utilisé de manière adéquate, qu'il sera un acteur très important pour la réduction des effets de serre. Et le rapport cité pas donc de l'année dernière indique qu'en 2050, il imagine que l'hydrogène permettra de réduire de 25% les émissions de CO2 de la France. Alors, on va le retrouver partout. Ce sera mon fil rouge pour la présentation. Donc, d'une part, pour la partie production d'énergie, problématique du stockage et des usages, aussi bien dans le transport que dans les applications stationnaires, que pour l'industrie. Donc, on voit un peu la répartition actuellement de l'hydrogène qui est utilisé. Mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas que pour le transport, c'est vraiment pour tous les usages de l'énergie qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue thermique ou électrique. Donc, alors, aujourd'hui, on parle d'hydrogène de différentes couleurs, ça, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc, ça a un peu évolué, parce qu'on ne s'y retrouvait plus à force, et notamment les daltoniens avaient du mal à s'y retrouver. Aujourd'hui, on avait 4 couleurs, hein. Hydrogène issu d'énergie fossile, de vaporéformage avec captation de CO2, d'électrolyse avec des émissions faiblement carbonées qui étaient nucléaires, etc. Donc aujourd'hui, ça, on laisse tomber. On a 3 seuils. Hydrogène issu d'énergie renouvelable qui a un seuil de X qui n'est encore pas défini, kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Ensuite, on a l'hydrogène bas carbone, produit à partir de sources d'énergie renouvelable, toujours avec un seuil inférieur au même X de kg de CO2 par kg d'hydrogène produit. Et enfin, on a tout mis dans l'hydrogène carboné, qui dépasse ce seuil de X. Donc ce seuil va être défini par la loi en début 2022, au niveau minima national français, voire européen. Donc aujourd'hui, on a 3 choses, renouvelables, bas carbone et carboné. Alors, aujourd'hui, les principaux procédés pour produire l'hydrogène, on en a 4 principaux. Donc, on a d'abord le vaporéformage du gaz naturel. Donc, ça veut dire on va prendre du gaz naturel, on va le charger en eau et on va mettre d'un côté le CO2 et d'un côté l'hydrogène. Donc aujourd'hui, ce vaporéformage, ça représente quasiment 70% de la production mondiale d'hydrogène. Ça coûte entre 10 et 12 euros, entre 1 et 2,50 euros par kilogramme d'hydrogène produit. Et ça émet entre 10 et 12 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire si je fais 100 km en voiture, j'émets entre 10 et 12 kg. Ce qu'on a ici, sur mon petit histogramme. Si je prends le charbon, donc typiquement gazification de charbon, ça revient au gazogène que mes grands-parents ont connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on mettait du charbon, de la houille dans des tractions avant pour pouvoir avoir un peu d'hydrogène. Donc là, on émet 2 fois plus, on émet 20 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Donc là, beaucoup de pays, notamment asiatiques, utilisent ce procédé pour produire l'hydrogène. Et là, typiquement, on voit qu'on est quasiment largement au-dessus d'une émission équivalente d'un véhicule qui tourne au 195. Aujourd'hui, ça représente 11% de la production d'hydrogène mondiale. Et ensuite, il y a une troisième production, l'hydrogène qu'on appelle coproduit ou fatal, issu de processus chimiques. Donc, notamment, ça en France, c'est beaucoup utilisé. C'est-à-dire qu'on a un processus chimique et ce processus chimique rejette en coproduit de l'hydrogène. Et aujourd'hui, on va le séquestrer pour pouvoir faire autre chose avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça représente environ 17% de la production d'hydrogène. Bien sûr, les coûts, les émissions dépendent beaucoup du processus. Certains émettent du CO2, d'autres non. Donc là, c'est très difficile d'avoir des chiffres très cohérents. Et dernier processus qui consiste à faire l'électrolyse de l'eau, on viendra dessus juste après, va dépendre forcément de la fabrication d'électricité. En France, aujourd'hui, le mix français émet 4 kg de CO2 pour fabriquer 1 kg d'hydrogène. Donc on serait par rapport ici au 195 largement plus bas, là où il y a ma petite souris, par rapport à ce qu'émet aujourd'hui un véhicule classique thermique essence. Au niveau mondial,
l'électrolyse, c'est 4% de la production. Sauf que dans cette électrolyse, il y a seulement 0,25% global d'énergie produite de manière renouvelable. Ça veut dire que quasiment 99,75% de la production d'hydrogène au niveau mondial est carbonée. Donc, ça ne résout pas le problème aujourd'hui, même si on voit que c'est un petit peu mieux, notamment sur le plan de gaz naturel. Donc, clairement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hydrogène a deux sens, que si l'énergie produite primaire électrique pour le fabriquer est décarbonée ou bas carbone. Typiquement, on va depuis la partie nucléaire jusqu'à la partie renouvelable, en imaginant peut-être des systèmes qui peuvent séquestrer du CO2. Donc, les usages qu'on a aujourd'hui d'hydrogène, parce qu'on consomme pas mal, on consomme 120 mégatonnes d'hydrogène en 2019 dans le monde. Les principaux usages, vous les avez aussi bien sur l'évolution en gauche sur le diagramme que sur le camembert. Principalement, ce qui est paradoxal, c'est que l'hydrogène sert à raffiner le pétrole. Donc, je produis de l'hydrogène à partir du gaz naturel, je mets du CO2, et je m'en sers pour pouvoir raffiner le pétrole, pour pouvoir faire de l'essence et du gazole. Donc, c'est un double effet. Donc, c'est-à-dire que pour faire du pétrole, de l'essence et du gasoil, j'émets du CO2 dû à l'hydrogène qui a été utilisé. Un autre gros morceau, c'est l'ammoniac et les engrais. 38% de l'hydrogène sert aujourd'hui à faire de l'élevage et de l'agriculture, on va dire, intensive. 8%, c'est du méthanol pour la chimie, divers procédés chimiques, donc on voit ici un peu l'évolution. 3,5%, c'est la métallurgie qui permet de faire de l'acier. On utilise de l'hydrogène pour faire de l'acier. Alors, pas pour chauffer les fourneaux, mais parce qu'on injecte de l'hydrogène dans le processus. Et puis, autre, 6,5%, divers procédés chimiques qu'on va pouvoir avoir dans divers parcelles de ceci. Et le transport, aujourd'hui, si je fais la somme de tous les véhicules hydrogène qui roulent au monde, c'est environ 20 000 voitures, ça ne représente que 0,01%. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'hydrogène, on a beaucoup forcément en tête aujourd'hui le transport, mais il faut avoir en tête que tous ces procédés-là, aujourd'hui, demain en tout cas, devraient aussi être utilisés avec de l'hydrogène produit sans gaz à effet de serre. Donc, la demande globale a évolué de 75 ici, vous étiez à peu près à, je ne dis pas le cumul, mais on voit ici les quantités. Mais typiquement, ce qui a vraiment augmenté, c'est la part en vert, c'est la part de raffinage du pétrole. Donc forcément, si on utilise moins de pétrole, on aura moins d'hydrogène pour raffiner, et on a un cercle spiral qui va venir au fur du temps, va dire être vertueux. Alors, les prévisions, donc ça, c'est un document qu'a fait la FIPAC en faisant une enquête auprès de plusieurs industriels membres de l'association. Vous avez en 2020 ici la consommation d'hydrogène mondiale par an. Donc 5 tonnes pour la mobilité, 15 tonnes pour le stationnaire et 180 tonnes pour le bâtiment. C'est peanuts, on ne le voit pas sur mon diagramme. 2023, donc c'est dans 2 ans, on imagine avoir un peu plus en termes de mobilité, stationnaire et bâtiment. Et en 2030, on imagine un gap assez important pour avoir 260 000 tonnes en termes de mobilité, 700 000 pour le stationnaire et 1 million pour l'industrie. Le trait en vert ici, c'est la production d'hydrogène carboné en France en 2019. En France, on produit 900 000 tonnes d'hydrogène carboné. Donc, on voit qu'on ne serait pas encore, on va dire, quasiment à la moyenne de ce qu'on aurait besoin en 2030 en mettant en place l'industrie. Donc, c'est vraiment un processus qui va être assez long à mettre en place, même si là, il y a une croissance qui est très, très forte. Donc, on pourrait faire des prévisions sur 2040-2050. Mais typiquement, on va pour arriver aujourd'hui à la production d'hydrogène locale, 900 000 tonnes par an en France. On voit que le camembert là ne suffit peut-être pas encore forcément. Bien sûr, si je fais la somme, ça le fait. Mais là, ça reste des hypothèses. Alors, je vais m'intéresser dans un premier temps à la partie production d'hydrogène par électrolyse. On pourra discuter éventuellement des autres processus un peu plus tard lors des questions, mais là, je vais m'intéresser à l'électrolyse. Donc, il y a 3 types d'électrolyse. Donc, je vais présenter d'abord la technologie qui est mature, qui fonctionne, qui est normalement celle qui va être installée à Belfort par McPhy, qui est un gros industriel français qui maîtrise cette technologie depuis très longtemps. Donc, vous avez en haut à droite un électrolyseur. On voit, j'ai zoomé un petit coup, là, vous voyez la taille que ça fait. Ça fait quasiment 1,50 m par 1,50 m. Vous avez des personnes à côté qui les fabriquent. Ça fait plusieurs tonnes. Ça fait 2 MW de consommation d'énergie. Ça produit 1000 m3 d'hydrogène par heure. Donc, ça, c'est produit en grande série. Donc, c'est vraiment un empilement de cellules qu'on vient presser avec des tirants qu'on voit très bien ici. Aujourd'hui, c'est un électrolyte qui est liquide. Donc, l'électrolyte, c'est, on voit le petit schéma en bas à droite, c'est le liquide dans lequel je vais plonger mes 2 électrodes, que je vais alimenter en continu, et qui va permettre de pouvoir dégager une demi-molécule d'oxygène et une molécule complète d'hydrogène.
C'est un processus qui fonctionne assez bien. On utilise des oxydes de potassium, qui est d'ailleurs le même type d'électrolyte qu'on va trouver dans certaines batteries, notamment des batteries nickel métal hydrure qu'on trouve dans les véhicules hybrides. Le coût d'investissement, on va dire, est faible par rapport aux autres types d'électrolyseurs, mais reste quand même assez important par rapport à nos technologies, entre 800 et 1200 euros par kilowatt. On peut produire des très gros volumes d'hydrogène jusqu'à plus de 1000 m3 par heure. Le rendement, alors ça, c'est le rendement électrique. C'est-à-dire que si je mets 100% d'électricité dans mon électrolyseur, je vais récupérer 65% d'énergie chimique, donc d'hydrogène. Maintenant, il est clair que ces électrolyseurs-là, ils ont l'intérêt en plus complémentaire si on va récupérer les 35% pour faire de la chaleur. Donc aujourd'hui, typiquement, les futurs sites où on va installer de l'hydrogène en production par électrolyse, on va chercher à valoriser les 35% de perte en chaleur, puisqu'on va avoir des systèmes qui vont travailler entre 80 et 120 degrés. Donc c'est de l'énergie qui est à bonne température pour être utilisée, typiquement à alimenter un réseau de chaleur urbain ou autre. Donc ça produit environ 5,5 kWh par mètre cube de consommation électrique. Hein. Donc je recommence, on consomme 5 kWh pour faire 1 mètre cube d'hydrogène. Une durée de vie importante à 60 000 heures, donc ça c'est un critère qui n'est pas négligeable. Et la pression de sortie est de 30 bars. Donc 30 bars, c'est sûr, ce n'est pas suffisant pour pouvoir alimenter derrière directement un véhicule, il faut le pressuriser. Les inconvénients majeurs, il y en a deux par rapport à ce type d'électrolyseur. C'est d'une part le risque de fuite d'électrolyte. Donc voilà, c'est un système qui est assez corrosif comme système. Donc il faut être assez vigilant sur ces systèmes utilisés en masse. Et c'est un système qui est fait pour fonctionner à un régime constant. Typiquement, il n'est pas adapté à avoir comme alimentation des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc il est typiquement destiné à être alimenté. Donc demain, si on utilise du nucléaire pour faire de l'électricité, de l'hydrogène, pardon, nucléaire, électricité, hydrogène, ce seront ces électrolyseurs-là qui seront utilisés. Je vous ai mis en bas à gauche ici les leaders hein, aujourd'hui, donc on en trouve dans tous les pays, en Suisse, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en France, avec McPhy, effectivement, donc, qui va installer une Gigafactory à Belfort, près du laboratoire. Deuxième type d'électrolyseur, donc cette fois-ci des électrolyseurs. Alors, non, excusez-moi, je fais trop vite. Un petit électrolyseur de chez McPhy ici, rapidement. Donc ici, vous voyez une photo, hein, vous voyez la taille ici des fils, donc c'est quelque chose qui fait une cinquantaine de centimètres. Donc ça fait 10 mètres cubes par heure. Alors ça produit aussi de l'oxygène. Hein. Donc bien souvent, l'oxygène a tendance à le mettre à l'extérieur, mais ça peut être aussi utilisé notamment pour les dispositifs médicaux. C'est de l'oxygène de qualité totalement de très bonne qualité. Donc ça peut être aussi utilisé pour d'autres besoins, on va dire, chimiques. Donc, vous avez ici donc, les consommations. Donc, ça consomme 5 kWh par mètre cube, en triphasé. Et on a besoin aussi, ce n'est pas négligeable, il faut avoir en tête. Hein. En gros, il faut 1 litre d'eau par mètre cube d'hydrogène produit à fournir pour alimenter le système. Donc, typiquement, si le système fait, si je reviens en arrière, ceux-ci font 1000 m3 par heure. Donc, en gros, il faut 1 tonne d'eau par heure consommée par cet équipement pour fabriquer le gaz. Donc, il faut avoir un petit peu en tête, notamment sur des gros sites, que cette eau-là, il faut l'alimenter quand même. Deuxième type d'électrolyseur, donc là plutôt encore en stade de pré-série, encore de développement, ce sont des électrolyseurs à membrane polymère. Typiquement, ce sont quasiment les mêmes technologies qu'on trouve sur la pile à combustible, qu'on détaillera après, qui sont utilisées. Gros avantage, c'est que l'électrolyte, il est solide, donc on n'a pas de risque de fuite particulier. Assez compact et simple à mettre en fonctionnement. On met de l'eau, on fait des pompes de circulation, on lance la réaction chimique et on récupère les gaz. On verra après un petit schéma de principe. Les rendements sont intéressants, de 55 à 65%, un tout petit peu moins que l'alcalin. Par contre, la température ici est aussi de 80 degrés à peu près à récupérer, donc on peut faire de la cogénération. Et le gros avantage, c'est qu'il est prévu pour fonctionner de manière dynamique. Alors, dynamique, ce n'est pas non plus on va dire des échelons à la seconde, mais typiquement, on envisage très bien des couplages avec de l'éolien ou du solaire. C'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir s'arrêter et démarrer dans la journée avec des régimes de charge qui peuvent varier dans la journée. Donc, très intéressant pour du couplage directement solaire. Il peut fonctionner sous pression jusqu'à 90 bars pour certains composants. Donc, celui qui est là, c'est un qu'on a au laboratoire en prototype. Il travaille avec 30 bars. L'inconvénient, il y en a plusieurs d'inconvénients. Le coût, donc les membranes polymères sur de la PM, on travaille avec du catalyseur en base de platine pour pouvoir classer les molécules ou les assembler. On utilise du platine. Les durées de vie sont encore limitées. On a un objectif de 40 000 heures dans des engins qui seront commercialisés d'ici quelques années. Donc encore en phase de développement, notamment pour les productions en masse.
Celui qu'on a au laboratoire, il a tourné pendant 12 000 heures, donc il va être quasiment au bout de vie parce que c'est un engin de laboratoire qu'on va un peu chahuter. Mais typiquement, l'objectif, c'est d'ici 2-3 ans d'atteindre 40 000 heures. Par contre, on n'est pas capable de faire des électrolyseurs de la taille de ceux qu'on a vus pour les alcalins. On reste sur des systèmes de petite taille. Donc, on va plutôt privilégier de mettre en série parallèle des électrolyseurs de taille moyenne, donc en gros, on va aller jusqu'à 100 kW. Et le coût, on est 2 fois plus cher aujourd'hui que l'alcalin, donc environ 2 000 € par kilowatt. Donc là, vous avez en bas les entreprises leaders. Beaucoup d'entreprises font à la fois de l'alcalin et du PM. Et on trouve notamment Elion, alors maintenant qui est une filiale d'Alstom, des Danois, des Allemands, des Américains, etc. Donc un marché qui est en pleine expansion aujourd'hui. Le schéma de principe très bête, hein, très simple, vraiment assez facile à faire. Donc on a notre freezer avec notre assemblage de plaques, de membranes et de plaques de l'autre côté. On va faire circuler d'un côté de l'eau, donc qui va permettre d'une part de refroidir le système tout en amenant de l'eau dans la pile. Et côté donc alimentation en eau, je vais récupérer de l'oxygène. Donc, on va rentrer dans le système, on amène de l'eau et sortie eau ici, on va récupérer en plus de l'oxygène qui va rentrer dans un séparateur pour pouvoir récupérer l'eau liquide et évacuer l'oxygène. Donc soit à l'extérieur de la pièce du bâtiment ou de l'industrie, soit éventuellement capté, puisqu'il va sortir aussi à 30 bars pour être utilisé pour d'autres types d'utilisation. Côté hydrogène, ici, donc il y a deux options, hein. Soit effectivement on n'alimente pas en eau ou on alimente en eau. Donc typiquement, on va avoir une circulation d'eau déionisée. En remontant, l'eau va se charger d'hydrogène et on va rentrer dans un séparateur où l'eau va rester forcément par gravité au bas du bocal, enfin de la citerne, et au-dessus, on va récupérer l'hydrogène qui va ensuite être refroidi, puisque maintenant on est environ 80 degrés, donc on va le condenser un petit peu, on va récupérer de nouveau l'eau liquide ici, on va le purifier avec des filtres, puisqu'il reste quelques petites particules, quelques ppm de présence de petits matériaux ou de particules dues à la colonisation, etc. On le refroidit encore ici pour être à température ambiante et on va le sécher pour évacuer les dernières on va dire, particules d'eau. Et derrière, on a un hydrogène qui est pur à 99,99%, qui peut directement utilisé pour pouvoir être soit pressurisé pour alimenter notamment des stations hydrogène, voire transporter, ou directement alimenter derrière une pile à combustible. Troisième type d'électrolyseurs qui sont aujourd'hui en développement, donc on est vraiment plutôt sur la recherche et l'industrialisation. Donc on cherche à faire des électrolyseurs à haute température. Donc là, nous, on a des programmes de recherche qui sont en cours à Belfort et à Toulouse, en partenariat. Donc là, l'idée, c'est de mettre une céramique. Alors les céramiques, l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de comment on regarde le problème, c'est qu'au-delà d'une certaine température, elles vont laisser passer des protons d'hydrogène. Donc typiquement, au-delà de 600 degrés, et bien, cette céramique, elle laisse passer donc, les protons d'hydrogène dans la réaction chimique et ça va permettre de pouvoir fabriquer donc, de l'hydrogène et de l'oxygène en mode électrolyseur. Et on a le système inverse aussi pour la pile à combustible qui sont les mêmes problématiques. Pourquoi on veut monter aussi haut? Parce que les rendements sont très bons. Là, sur les premiers prototypes qu'on a fait, sur des microcellules unitaires en laboratoire, on a des rendements qui dépassent 80%. C'est-à-dire 80% électrique et 20% de chaleur. Et les 20% de chaleur sont à très haute température. Donc là aussi, à voir ce qu'on en fait derrière pour pouvoir avoir des températures plus adaptées à des usages pour faire de la cogénération. Donc là, l'inconvénient, par contre, c'est que ce système, il faut l'alimenter en chaleur pour démarrer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas au moins 600 degrés, le système ne démarre pas. Donc on imagine de faire plusieurs choses, soit de coupler un système solaire à concentration. On commence à en voir certains, notamment dans des pays où le rayonnement solaire est très important. Ou on imagine aussi des réacteurs nucléaires à haute température qui sont peut-être la génération 5 des réacteurs qui sortiront peut-être d'ici 10, 15, 20 ans. Donc ça, c'est en cours de développement. On est vraiment au stade de encore recherche et très loin d'une production, on va dire, industrielle de pré-ciel. Au niveau du stockage d'hydrogène, donc là, c'est très large parce que le stockage peut être fait de manière stationnaire pour de l'alimentation quelconque. Stocker, bien sûr, l'hydrogène dans le transport routier, transport aérien, transport maritime, et bien sûr stocker l'hydrogène pour les applications stationnaires, bâtimentaires. Donc on va voir un petit peu tout ça avec trois types de stockage qui sont aujourd'hui utilisés pour l'hydrogène. Donc je vous ai mis une synthèse qui est là et après on verra la technologie. Donc le premier stockage, c'est le stockage sous pression.
Donc réservoir type 1, alors type 1, c'est les vieilles bouteilles en fonte avec un liner intérieur qui pèse 200 kg pour stocker 100 g d'hydrogène. Et type 4, ce sont des réservoirs à base de carbone et de fibres de verre ou d'autres matériaux de ce type-là qui ont des contraintes mécaniques très importantes qui permettent de pouvoir embarquer l'hydrogène dans les systèmes mobiles. Donc typiquement, aujourd'hui, on monte jusqu'à 700 bars pour ce type de réservoir, voire 1000 bars pour les réservoirs type 1 qui vont servir notamment à alimenter les stations d'hydrogène. Gros avantage, la durée de vie des réservoirs aujourd'hui carbone comme ceux qui sont à gauche sur la photo ici, ça dure entre 15 et 20 ans minimum. Ils sont garantis au moins 10 ans. Sécurité, typiquement ces réservoirs, les premières normes qui ont été mises en place par Toyota notamment, qui ont été réutilisées pour tous les systèmes de réservoirs au niveau mondial, font que ces réservoirs-là sont des tests à des contraintes mécaniques extrêmes en termes de rigidité, en termes de choc, de variation de température, qui font que ces réservoirs sont vraiment très solides et qu'il est quasiment impossible de déclencher une explosion. Aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans que l'hydrogène commence à être utilisé dans des applications professionnelles, industrielles ou particulières pour des véhicules de monsieur tout le monde et même tout le monde, il y a eu 0 accident d'explosion de réservoir. Alors il y a des réservoirs qui ont fui, des canalisations qui ont cassé, mais il y a eu 0 explosion. Et c'est un processus aujourd'hui qui est industriel. Inconvénient, c'est le coût. Voilà, un réservoir de quelques kilos, ça commence à coûter entre 10 et 20 000 euros, donc c'est quand même pas donné. Bien que le processus soit industriel, la fabrication prend un temps non négligeable. Et le stockage a une densité qui est assez limitée, c'est-à-dire qu'il fait 6%. Ça veut dire que je vais avoir, pour un réservoir qui pèse 100 kg, dedans, je vais mettre 6 kg d'hydrogène. Donc, le réservoir de l'Amiral, il pèse entre 100 et 120 kg à peu près. Donc, c'est un réservoir qui est très lourd par rapport à la masse d'hydrogène embarquée. Le stockage liquide, donc là, je passe rapidement. L'avantage, c'est que celui-là a une meilleure densité, il a 15%. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est de la cryogénie et que le stockage va être très limité parce que ces réservoirs-là, c'est des bouteilles thermos. Typiquement, on ne va pas mettre d'énergie pour pouvoir le refroidir. Et l'autre problème aussi, c'est le fait de produire l'hydrogène liquéfié demande énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est un des verrous, sachant que l'application aéronautique utilisera fort probablement l'hydrogène liquide. Le stockage sous forme solide, donc typiquement, on va essayer de mettre l'hydrogène dans des éponges métalliques. Donc l'avantage, c'est qu'on s'est stocké à basse pression, avec une bonne sécurité des réservoirs qui sont très intéressants au niveau volumique. Inconvénient, ces réservoirs sont très lourds et on a des contraintes en durée de remplissage et en durée de déstockage. Donc, rapidement, je passe assez vite là. Voilà à quoi ressemble un réservoir. Vous avez à l'intérieur donc un liner donc, qui va étanchifier le réservoir et ensuite une épaisseur entre 1 et 2 cm de fibres de carbone et de fibres de verre pour pouvoir maintenir les contraintes mécaniques du réservoir. Donc ça, c'est un réservoir de Toyota Mirai première génération. Ça tient à 700 bars. C'est testé, tous les réservoirs sont testés à 1400 bars en sortie d'usine, tous. Et 1 sur 100 est testé avec traitement à 3000 bars. Densité d'énergie, donc 5,7%. Donc on met en gros là-dedans 5,7 kg d'hydrogène pour 100 kg de réservoir. Et il a une capacité interne de 120 litres. Et là-dedans, je mets à peu près environ 5 kg, donc un réservoir qui pèse un peu moins de 100 kg. Un point rapide sur les réservoirs. Donc le réservoir en lui-même, on voit que ce n'est pas forcément très complexe. Ce qui est complexe, c'est tout ce qui est derrière. Vous avez ici une vue schématique très basique de ce qu'il faut mettre derrière le réservoir entre la pile à combustible et le réservoir. Donc il y a énormément de sécurité, avec ici des vannes de sécurité automatique qui vont détecter soit des surpressions, qui vont en gros dégazer comme le GPL, des surdébits, donc qui vont bloquer mécaniquement le débit s'il y a une fuite. Elles sont équipées toutes de température, de capteurs de température intérieure. Donc s'il y a une température qui ne fonctionne pas, ça va couper la station de recharge derrière. Et des systèmes aussi liés à la température du réservoir pour venir couper ou venir faire fusible et casser le réservoir, en tout cas pour vider l'hydrogène. Donc vous voyez ici à quoi ressemble une tête de bouteille. Donc ça, c'est un réservoir qu'a présenté Faurecia au salon hydrogène à Belfort il y a 2 semaines. Donc on voit que voilà, la partie petite tuyauterie ici est assez complexe et va venir typiquement amener de la complexité dans le câblage. Les détendeurs sont à l'intérieur du réservoir. Donc là, vous n'avez pas 700 bars en bout de réservoir. Les détendeurs sont à l'intérieur. Donc il n'y a pas de risque de casse de haute pression de réservoir puisque le détendeur est moulé dans le réservoir. Bien sûr, s'il y a une panne, on ne sait pas le récupérer. Et ce qu'on voit ici sur le réservoir, le petit tuyau qui est là derrière,
c'est un système de sécurité qui va venir, on va dire, récupérer la température du réservoir pour pouvoir déclencher une vanne s'il y a un problème. Autre type de réservoir, là je passe vite, hein, c'est un réservoir stationnaire, donc 30 bars, notamment aussi type 4. Donc ça, typiquement, c'est un réservoir qu'on a en test au laboratoire chez nous. Je vous laisserai voir les docs un peu plus tard. Un réservoir liquide, donc là, c'est une doc de Magna Steyr. Donc en gros, c'est une grosse bouteille thermos qui va être équipée d'un système de remplissage et un système de captation de l'hydrogène qui est passé en phase gazeuse, hein, puisqu'au fil du temps, ça passe en phase gazeuse. Et typiquement, des vannes de sécurité qui viennent à s'ouvrir si la pression monte trop dans ce réservoir-là. Notamment, la pression normale, c'est 1 bar. Ils tiennent 2-3 bars. Et au-delà de 3 bars, s'il y a trop de pression d'hydrogène qui a dégazé, il évacue l'hydrogène à l'extérieur. Donc, typiquement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hydrogène mis dans ce type de réservoir-là, il faut le consommer en moins de 24 heures. Sinon, l'hydrogène est perdu. Donc, système qui est assez complexe. Autre type de réservoir, un réservoir hydrométallique de chez Mytec notamment, qui est utilisé pour les applications basse pression. Alors, je ne passe pas sur la doc, on verra ça après. Un point sur la pile à combustible, donc typiquement l'usage électrique de cette technologie, hydrogène. Donc une pile à combustible, c'est quoi? Donc c'est un système qui est l'inverse de l'électrolyseur, qui va, on voit ici, utiliser de l'hydrogène stocké sous pression détendue, le mettre dans ce qu'on appelle donc une plaque bipolaire qui est remplie de petits canaux, et l'hydrogène va venir réagir en face d'un catalyseur qui est du platine, et l'hydrogène va se casser, la molécule va se casser, on va récupérer les électrons qui vont circuler dans la partie électrique de la charge, le moteur, l'ampoule, tout ce que vous voulez. Les protons d'hydrogène vont traverser une membrane polymère, cette membrane est totalement étanche à l'air, à l'hydrogène et aux électrons. Et de l'autre côté de la pile à combustible, on a le système qui est symétrique. On retrouve une autre plaque bipolaire qui est alimentée en oxygène issu de l'air ambiant. Et de nouveau un catalyseur qui va faire réagir la molécule de dioxygène avec 2 électrons et 2 protons d'hydrogène pour traverser la pile. Et je fabrique une molécule d'eau. Et cette eau est évacuée avec le surplus d'air à l'extérieur. Donc cette pile-là, elle va générer de la chaleur, de l'électricité et de l'eau. Aujourd'hui, en gros, une pile à combustible, c'est 3 kW par litre et 3 kW par kilogramme. Seulement le stack, seulement l'assemblage. Bien sûr, autour, il faut beaucoup d'auxiliaires, ce qui fait que la densité volumique et massique va baisser. Alors, juste, je fais un petit zoom. Hein. Donc, il y a plusieurs composants très sensibles dans cette pile à combustible, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'assemblage membrane électrode, hein, ce qui est au milieu des 2 plaques. Donc, on a un petit zoom ici. Hein. Donc, en gros, vous avez ici. Donc, là, on imagine que de chaque côté, il y a les plaques métalliques ou graphite hein, qui alimentent les gaz. Donc, vous avez une espèce d'éponge hein, qu'on appelle une couche de diffusion qui va permettre d'homogénéiser la répartition du gaz en surface. La couche catalytique, ici, on a le platine. Donc, c'est grâce au platine qu'on va pouvoir casser la molécule d'hydrogène. La membrane polymère. Et de l'autre côté, de nouveau du platine pour refabriquer une molécule d'eau. Donc, on voit que c'est un système qui est très symétrique et qui est assemblé comme ça dans une pile à combustible. Donc, ça fait 1 mm d'épaisseur. Donc, d'un côté, j'ai de l'hydrogène qui arrive. D'un autre côté, en vert, l'oxygène. Et si c'est une plaque qui est emboutie en tôle, vous voyez que de l'autre côté, je vais mettre de l'eau pour refroidir la pile à combustible. Donc, c'est un sandwich comme ceci de plusieurs plaques qu'on va empiler côte à côte pour créer un assemblage qu'on appelle une pile à combustible. Donc, voilà, donc on va empiler ces différentes plaques pour assembler ce qu'on appelle, nous, un stack ou un empilement ou une pile qui est ici composée d'une centaine de piles unitaires. On va les placer entre deux plaques qu'on appelle des NP, donc des plaques terminales, avec des tirants avec des rondelles Belvic qui vont permettre de pouvoir varier en pression en fonction de la température du stack. Et on va avoir ici, vous allez avoir l'entrée d'air en haut, l'entrée d'eau pour refroidir, et en bas, l'entrée d'hydrogène, et la symétrique de l'autre côté, sortie d'hydrogène, sortie eau, sortie air. Le plus est là, et le moins est de l'autre côté. Donc, on met simplement un connecteur sur la plaque en aluminium qui est ici, qui vient capter l'électricité. On va dire que c'est la partie assez facile. On voit qu'il y a différents fournisseurs. Alors, je ne les ai pas tous mis, avec différents types d'assemblage. Donc, on voit bien sûr qu'à chaque fois, les types de culasses changent pour amener les gaz. Et au milieu, ici, c'est une culasse un peu plus sophistiquée. On voit ici. Ça, c'est une pile Rinklinger, une pile allemande, qui a déjà mis des capteurs et des vannes déjà sur la tête de connexion de la pile à combustible.
Alors, le marché, cette pile-là, il est assez restreint. En gros, c'est vraiment un savoir-faire qui est très, très important à avoir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut plusieurs années pour mettre au point sa pile à combustible. Aujourd'hui, en France, il y a 3 acteurs principaux. Symbio, donc, qui est une ancienne filiale du CEA qui a été donc, on va dire, avec une joint venture entre Faurecia et Michelin maintenant pour monter au capital. Donc, c'est une entreprise maintenant qui va fournir les véhicules notamment de chez Stellantis. Alstom a racheté Elion, qui était une ancienne filiale d'Areva, donc pour monter aussi en compétences et voilà, monter au capital pour pouvoir produire ces systèmes en grande série. Et Axan, qui est une filiale d'Air Liquide qui fait plutôt aujourd'hui des petits groupes électrogènes. Au niveau international, on en a plusieurs, donc 2 anciens Ballard et Hydrogenix, rachetés par Cummins, qui fabriquent des piles depuis maintenant très très longtemps. Et beaucoup aujourd'hui d'autres fournisseurs, tels que par exemple Plug Power, qui travaillent aujourd'hui avec Renault. Bien sûr, face à ça, des constructeurs automobiles qui ont fabriqué eux-mêmes toute la technologie de la pile, du réservoir, du système électrique. Honda, Nissan, Toyota, Hyundai et SAIC, qui est un constructeur chinois. Nissan a arrêté pour l'instant à mis en stand-by les piles à combustible, Honda aussi un petit peu. Les 2 gros leaders asiatiques sont Toyota et Hyundai. Et SAIC qui vend aujourd'hui uniquement sur le marché chinois. Donc là, je vous ai mis un exemple de PowerCell. Hein. Typiquement, PowerCell, qui est une filiale de Bosch, ne fait pas ça tout seul. Donc on voit qu'il a 4 entreprises partenaires qui fournissent chaque fois une partie de l'assemblage de la pile hein, d'une cellule. Donc, on voit ici la plaque bipolaire, on voit la couche de diffusion, on voit la membrane polymère. Donc tout ça, c'est 4 entreprises qui fournissent chaque fois une partie du puzzle qu'on va assembler derrière. Donc ça reste quand même un objet qui est, bien qu'il soit inerte, assez complexe. Alors cette pile à combustible, elle ne marche pas toute seule. Je vois le temps qui passe, je ne vais pas trop tarder non plus. Donc la pile à combustible, c'est un système qui doit fonctionner. Et pour ça, il a besoin de beaucoup d'auxiliaires. Donc le cœur de pile, l'assemblage qu'on va acheter par exemple chez un fournisseur, chez Symbio par exemple, ou chez un autre fournisseur, avec ses entrées d'eau et ses entrées de gaz, on va devoir lui ajouter un système d'alimentation en hydrogène. Donc un réservoir auxiliaire, un détendeur, là je passe à 30 bars, un deuxième détendeur qui va passer à 0,5 bars, une vanne, et j'alimente en hydrogène la pile, et le surplus d'hydrogène, je vais le réinjecter dans la pile à combustible. Et ensuite une vanne de purge qui permet d'évacuer de temps en temps, on va dire, l'eau qui est accumulée ou d'autres particules telles que de l'azote qui va migrer un petit peu. Un point important, c'est le refroidissement. Donc une pile, je vous ai dit, en gros, c'est 50%, donc c'est moitié chaleur, moitié électricité. Donc il faut un circuit d'eau déionisé et glycolé pour pouvoir travailler quand il fait froid. Donc une pompe, un échangeur. Et ensuite, un système qui est assez complexe, c'est le circuit d'air, où j'ai besoin d'avoir un système avec un motocompresseur électrique, un filtre qui va laisser passer des particules moins de 2 micromètres, donc c'est très très petit. Un humidificateur, on verra à quoi il sert, et l'entrée d'ici d'air. Donc l'objectif, cette pile, elle marche bien si elle est humidifiée. Donc en gros, ce qui permet de pouvoir laisser passer les protons dans la pile, c'est de l'eau. Donc il faut que la pile soit humidifiée, ni trop peu, ni trop, pour fonctionner. Donc ce qui est fait sur un système, c'est qu'on va prendre l'eau produite par la pile en sortie air, qui est chargée en plus en chaleur. Je la place dans l'humidificateur qui est un système à membrane, et ça va permettre de pouvoir charger en eau, en vapeur et en chaleur, l'air avant d'être injecté dans la pile. Donc côté pile, j'ai de l'air et de l'eau qui est injecté. Et ensuite, j'ai une vanne qui va permettre de régler la pression pour mettre en pression le système. Il faut bien sûr ensuite transformer l'électricité parce que cette pile-là a une tension qui est variable. Et ensuite, récupérer l'usage électrique qui peut être soit sur un véhicule, soit du stationnaire. Et pour faire ça, c'est un système multiphysique avec beaucoup de capteurs, beaucoup d'actionneurs. Donc, il faut un calculateur central qui va permettre de pouvoir mesurer et contrôler tous ces systèmes-là et de communiquer avec l'environnement extérieur. Donc un système complexe. Donc nous, à FC Lab, aujourd'hui, on travaille sur ce système pile à combustible complet. Alors quelques exemples de système pack de Hyundai. Hein. Donc là, je passe rapidement. Donc le stack, qui est finalement le système quasiment le plus simple, et tous les équipements auxiliaires ici, côté hydrogène, côté entrée d'air et côté ici refroidissement. Avec plus d'équipements qu'on a vu précédemment, donc un système qui est assez complexe. Et un autre point, un autre système qui est vendu aujourd'hui par Cummins, typiquement ces piles-là, c'est les piles qui ont été mises dans les premiers trains Coradia Lint d'Alstom. Donc ils en ont mis une vingtaine comme ça en série parallèle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ici notamment, donc c'est une pile qui fait 33 kW.
Vous avez la puissance ici en bleu en fonction du courant et de la tension. Et ce qui est intéressant, c'est le rendement. Donc l'efficacité. Donc le rendement de la pile est le maximum à un tiers de la puissance. Un quart. Un tiers, un quart. Donc maximum 55% à peu près pour cette pile-là. Et si je suis à fond, je suis seulement à 38%. Donc le rendement n'est pas constant. Et notamment, beaucoup de véhicules aujourd'hui de type Toyota travaillent sur des puissances qui sont ici quand on roule normalement sur autoroute ou en ville, à basse puissance pour atteindre des bons rendements. Mais si vous avez la vitesse maximale, forcément les rendements vont être un peu plus faibles, mais on est tout de même au-delà de la majorité des moteurs thermiques. Donc les points en rouge, juste une photographie rapide pour pas trop traîner. Les points rouges, typiquement, ce sont les points durs industriels aujourd'hui sur la pile à combustible et le système pile. Donc l'assemblage des électrodes, donc aujourd'hui c'est un système qui est fabriqué quasiment à la main, donc on n'a pas de robot qui empile des plaques à la seconde, ça n'existe pas. Le compresseur, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui consomme beaucoup d'électricité, donc ça vient impacter le rendement du système. La gestion thermique de la pile, il faut des gros échangeurs, et la partie électronique notamment aussi problématique sur certains électroniques de puissance où il y a aujourd'hui peu de fournisseurs mondiaux qui fournissent ces systèmes. Le réservoir, aujourd'hui, est toujours problématique, mais là, on est vraiment aujourd'hui, pour l'instant, en rupture scientifique et technologique parce qu'on ne s'est pas fait beaucoup mieux. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour les scientifiques et les industriels pour pouvoir faire progresser la technologie. Alors, l'usage d'hydrogène, je vais passer rapidement. Les nouveaux usages, entre guillemets, autres que ceux qu'on a vus dans l'introduction. Donc, bien sûr, la mobilité. Donc, là-dessus, je vais passer assez vite aussi. On a environ 20 000 voitures en circulation dans le monde aujourd'hui, 2500 fabriquées par Toyota, 5000 par Hyundai, Honda, SAIC et Daimler. Mercedes n'en a fait que 10. Donc aujourd'hui, néanmoins, la croissance est assez importante. Il y a eu 8000 voitures fabriquées en 2019 et je crois qu'on en est quasiment à 10 000 en 2020. En France, il y en a environ 400 aujourd'hui. Typiquement, c'est la flotte Hype qui est à Paris, avec des Toyota et des Hyundai. Et il y a 5 constructeurs aujourd'hui mondiaux. Toyota, Hyundai qui devient un leader très très important, Honda, SAIC uniquement pour le marché, captif chinois, et Daimler qui a arrêté la technologie, qui est parti à fond sur la batterie. Hyundai veut être le leader international et il vise 110 000 ventes de véhicules en 2025 et en 2030, 700 000 ventes de systèmes, véhicules et systèmes stationnaires ou autres pour des camions et autres. En France, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on a deux principaux fournisseurs qui sont Stellantis et Renault, qui vont commercialiser l'année prochaine des véhicules sur de l'utilitaire. Typiquement, donc là, le challenge est un peu différent. Les deux constructeurs visent sur des flottes captives, des flottes de véhicules industriels, qui permettent d'avoir des véhicules qui tournent pas mal, et notamment des systèmes assez intéressants en termes d'usage quotidien du véhicule. Donc Renault envisage 3 véhicules via une filiale dont ils sont copartenaires qui s'appelle Livia, avec des piles plug power. Et Stellantis, avec une pile Symbio, va fournir 3 types de véhicules, 3,5 tonnes. SAIC, plusieurs véhicules, et la PFA, donc plateforme française automobile, imagine que d'ici 2023, il y aurait 5000 véhicules commercialisés de ce type-là en France. Alors, je passe rapidement là-dessus. Voilà, juste par exemple, voilà, le Stellantis qui est intéressant. Ça, c'est un véhicule hydrogène, le Stellantis. La pile à combustible, c'est un système qui est très lent en dynamique. Donc, il va lui falloir quelqu'un qui lui fournisse de l'énergie dans les phases transitoires. Typiquement, si vous mettez pied au plancher sur votre voiture, la pile n'a pas le temps de réagir suffisamment rapidement pour fournir l'énergie due à sa gestion de l'air et de l'eau. Donc, c'est la batterie qui va fournir la phase d'accélération. Quand vous allez lever le pied, c'est la batterie qui va fournir l'énergie de récupération au freinage du moteur et qui va permettre à la pile de pouvoir aussi la recharger. Donc, vraiment, c'est une espèce de filtre. Et l'avantage de ce que va proposer Stellantis, c'est que la pile va être assez petite, 40 kW seulement. C'est-à-dire qu'elle va être dimensionnée pour une puissance moyenne de véhicule qui roule sur l'autoroute à vitesse stabilisée. Et la batterie va être rechargeable. Donc, comme un véhicule hybride rechargeable aujourd'hui thermique, qui va permettre de pouvoir rouler en ville où ce n'est pas intéressant d'avoir une pile à combustible parce que le rendement n'est pas bon et la pile démarre et s'arrête tout le temps. Et sur les routes, dès qu'on va rouler sur des routes extérieures de la ville, d'utiliser la pile. Donc là, on aura 2 pleins, un plein d'hydrogène et un plein d'électricité. Pour l'instant, il n'y a que Stellantis qui propose ça. Tous les autres sont sur structure avec une grosse pile et une petite batterie avec un réservoir d'hydrogène. Ce que fait Toyota et Hyundai. Donc là, c'est une pile qui fait plus de 100 kW.
Alors, les bus, je passe rapidement. Là, vous avez la carte des marchés de bus, donc c'est un système qui est en train de partir très très fort en termes de commercialisation. Toujours intéressant, ce sont des flottes captives. Donc des grosses batteries et des petites piles. Un bus, ça démarre, ça s'arrête incessamment, plus de 1000 fois par jour, et la puissance moyenne consommée est très petite. Donc si je prends le bus Safra aujourd'hui, la puissance de propulsion c'est 250 kW, donc environ 300 chevaux, et la pile fait seulement 30 kW, plus petite que la pile Stellantis. Parce que le bus, en puissance moyenne journalière, il est en dessous de ce besoin. Par contre, ce n'est pas un bus qui allait faire l'autoroute, hein. C'est un bus qui est destiné à l'usage urbain. La batterie fait 132 kWh et là-dedans, on va stocker 28 kg d'hydrogène pour environ 300 km d'autonomie par jour. Donc là, aujourd'hui, les marchés sont en train d'exposer. À Belfort, là, on a une commande de 5 véhicules qui est partie. Autre marché aussi qui est en pleine croissance, mais avec beaucoup de contraintes techniques, c'est le poids lourd, avec des camions aujourd'hui dont le leader est notamment Hyundai, avec là aujourd'hui plus de 46 véhicules qui tournent en Suisse aujourd'hui. Et le besoin est très compliqué parce que ces gens-là consomment entre 7 et 16 kg d'hydrogène au 100 km, alors qu'une voiture, c'est 1 kg. Et vous imaginez bien que le plus gros problème, c'est le stockage d'hydrogène. Notamment, le camion qui est là, vous le voyez, hein, c'est un camion qui part de Corée pour arriver en Suisse. Vous avez ici la partie stockage qui prend une place non négligeable, hein, dans le véhicule en termes d'emprise dans la partie, on va dire, utilitaire du véhicule, donc à l'arrière ici. Ces véhicules-là ont fait 1 million de kilomètres en 11 mois, donc ils tournent beaucoup, et la technologie est vraiment très fiable. Donc ce qu'ils ont fait, Hyundai, pour ce véhicule-là, ils ont mis 2 piles, 2 voitures hydrogène dans le camion. Un point sur la station-service rapidement. Donc une station-service aujourd'hui, c'est un système qui est complexe, hein. Donc pour fournir l'hydrogène à 700 bars d'une voiture, et bien à l'intérieur, on a des réservoirs qui font 1000 bars. Donc ça, c'est livré tous les jours, compressé, qui permettent de pouvoir déverser rapidement dans un véhicule qui fait 700 bars. Si les réservoirs sont à 500 bars, eh bien votre plein, on ne peut pas le faire. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y a tout un process qui garantit une pression suffisante pour faire le plein de manière régulière. Et donc, vous avez une hydrogène aujourd'hui qui est vendue ici à 9,50 € le kilogramme sur la station de Castrou. Et c'est une station totale. Alors, juste pour la petite histoire, ça en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Vous avez une station d'hydrogène qui est à côté d'une station classique carburant et à côté d'un poste électrique. Tout à côté. Ça, en France, c'est interdit. Vous doit être à plus de 500 mètres de toute autre source d'énergie. Voilà. Donc ça marche en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Alors j'ai pris, oh là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je vais y arriver comme ça. Alors les engins spéciaux, je passe rapidement, hein. Donc on imagine que forcément tout ce qui est flotte captive, demain, c'est les engins sur lesquels il faut travailler. Donc du chariot élévateur, du petit véhicule urbain, des bennes ordures, des engins de manutention sur des ports pour les containers, et aussi les travaux publics basse puissance qui semblent intéressants. Le ferroviaire aussi, intéressant, parce que dans le train, on a de place, notamment pour le fret, pour mettre un wagon ou plus, ou deux, pour stocker l'hydrogène, donc ce n'est pas trop problématique. Aujourd'hui, Alstom travaille très très fort là-dessus, en partenariat avec notamment FC Lab, pour pouvoir produire des machines qui font 1 MW pour le fret longue distance. Et puis là, j'ai mis le Cordia Lint, hein, donc, qui était le produit d'Alstom de pré-série, qui aujourd'hui est en commande avec plus de 300 commandes de trains, et notamment des trains qui vont circuler dans quasiment toutes les régions françaises d'ici 3 à 5 ans. L'aviation, l'aéronautique, donc des grosses contraintes technologiques. Juste pour indiquer, si j'ai mis le 1, qui est l'état de l'art technologique de ce qu'on sait faire en termes de piles à combustible, de réservoirs, de batteries, de rendement de turbine, de poids et de coût par passager. Et on voit que tous les avions, que ce soit de l'avion court courrier, 18 passagers, 700 km, à de l'avion de 325 passagers, nécessitent tous une rupture technologique, soit sur la pile, soit sur les batteries, soit sur les turbines hydrogène, soit sur les réservoirs. Donc aujourd'hui, clairement, on ne sait pas faire. On travaille beaucoup d'industriels assez forts là-dessus, notamment sur l'hydrogène liquide. Et typiquement, le vol de 10 000 passagers, des vols de très long courrier, on ne les imagine pas avant 2040-2050. Voilà. Des grosses problématiques de réservoirs et de turbines. Le maritime, je passe rapidement, hein, ça s'apparente à un système stationnaire. Pas trop compliqué, comme des contraintes sur la durée de vie des piles et le stockage. Mais typiquement, là, on est sur des machins qui font entre 1 et 3 MW qu'on va tirer typiquement avec le ferroviaire. Enfin, même technologie que le ferroviaire. Le bâtimentaire,
Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire de la cogénération. Je vous ai dit que les électrolyseurs et des piles font de la chaleur. Donc typiquement, des bâtiments là sont en cours de construction sur des HLM typiquement, pour pouvoir être totalement autonome en utilisant la chaleur produite soit par les panneaux solaires, soit par la pile électrolyseur, en couplant ça aussi avec du panneau solaire classique pour faire l'électricité. Et donc typiquement, l'électricité peut être utilisée pour alimenter les pompes à chaleur et bien sûr fournir en énergie électrique le bâtiment. Donc ça, c'est intéressant, ça demande beaucoup de calculs. On va faire un démonstrateur sur Belfort l'année prochaine, mais on arriverait quasiment à avoir un bâtiment totalement autonome pour de vrai, sans se brancher sur le réseau. Le stationnaire, je passe rapidement. Donc, intérêt de stocker l'éolien et le solaire du intermittence. Donc, typiquement, on imagine en bas de chaque éolienne un stockage d'hydrogène pour les faire tourner à plein régime. Et en bas, soit une station, soit un système de captation pour pouvoir distribuer l'hydrogène sur les stations, sur les bâtiments. Donc, vraiment pour maximiser le potentiel des sources d'énergie renouvelables et complémentaires aux autres systèmes de stockage sur le réseau. Turbine à gaz, là-dessus, Generatric et Belfort travaillent très fort dessus. Typiquement, ce qu'ils visent, c'est aujourd'hui, ils ne vendent plus de turbine à gaz, hein, c'est fini, quasiment plus. Mais ce qu'ils visent, c'est convertir la turbine à gaz en turbine hydrogène. Avec d'une part du rétrofit, hein, plus de 600 turbines en Europe, mais aussi des contraintes typiquement sur l'émission de NOx, des oxydes d'azote qui sont problématiques pour ces engins. Un système aussi autonome, donc ça aujourd'hui ça n'existe pas. Donc on imagine aussi des caissons, des kits totalement autonomes qui vont produire leur énergie électrique à partir d'énergie renouvelable, soleil, eau, vent, etc. La convertir en électricité via un électrolyseur, stocker en basse pression, en haute pression hydrogène, alimenter une pile à combustible qui produit l'électricité, de la chaleur et de l'eau, et aussi avec une batterie en tampon. Et là, ce système-là, qu'on peut poser quasiment n'importe où, à des dimensionnements un peu différents, serait capable de fournir de l'électricité, de l'hydrogène sous pression pour faire du plein de véhicules notamment, et aussi de la chaleur. Donc bien sûr, le dimensionnement varierait en fonction du besoin stationnaire, mobile ou autre. Donc ça, aujourd'hui, certaines entreprises sont en train d'y réfléchir pour produire des systèmes clés en main, où la seule entrée, c'est l'énergie renouvelable. Donc typiquement, pour conclure, on voit qu'aujourd'hui, on semble être sur la bonne voie, mais qu'il y a beaucoup de chemin à faire notamment, et qu'il y a des stratégies à mettre en place au niveau local et géographique et entreprise pour pouvoir produire l'hydrogène, stocker et l'utiliser, voire les trois en même temps. Et je vous dis typiquement, donc les plans locaux, régionaux, nationaux et européens, on va dire d'accompagnement des industriels, sont là pour mobiliser les entreprises pour pouvoir être des acteurs importants pour soit construire des composants, le compresseur de la pile à combustible par exemple, ou la pile, soit des briques technologiques, le système pile à combustible, le système de stockage, voire des systèmes clés en main, comme celui que je viens de présenter, qui serait une solution pour d'énergie. Donc là, il y a une concurrence qui est phénoménale. Hein. L'Asie et les États-Unis développent très fort leur techno. L'Europe, aujourd'hui, je pense, a mis en face les milliards d'euros qu'il faut sur la table, puisqu'on est quasiment à plus de 20 milliards là, cumulés sur l'Europe de l'Ouest en temps de plans nationaux et européens. Mais typiquement, voilà, on retrouve la conquête qu'il y a eu il y a quelques années sur le panneau solaire, avec une échelle encore différente, pour pouvoir, d'une part, développer la technologie, mais aussi pouvoir, dans l'objectif final, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, j'ai terminé. Désolé, j'étais un petit peu long. Et bien sûr, s'il y a des questions, je suis à votre disposition pour essayer d'y répondre, en tout cas, ou en tout cas échanger avec vous. Merci à vous. Je ne vous entends pas bien du tout. Je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui. On a un peu d'écho, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, il y a un petit peu d'écho, oui. Je vous disais, donc c'est devant vous, vous avez des... Non, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez devant vous des ingénieurs. En gros, on milite tous pour promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes, entre autres. Et donc là, évidemment, on a une grande aventure devant nous. Alors, je lance la première question pendant que les gens réfléchissent. On va essayer de vous communiquer par ces moyens un petit peu baroques. C'est quoi le rôle des ingénieurs dans cette grande aventure, ce grand challenge? Ah, ben là, ils sont, on va dire, on revient quasiment aux 30 glorieuses, hein, puisque là, on part vraiment d'assez loin sur certains systèmes.
Hein, je vous ai parlé notamment d'électrolyseurs PEM. Donc l'ingénieur, là, typiquement, je dirais les équipes d'ingénieurs, il nous faut des mécaniciens, des thermiciens, des électriciens, des ingénieurs système, des logisticiens. Donc là, aujourd'hui, en France, on imagine qu'il nous manque en gros 5000 ingénieurs par an pour satisfaire aux besoins de l'hydrogène énergie au sens large sur le territoire. Alors, en France, chaque année, on diplôme, je crois, 15 ou 20 000 ingénieurs qui sortent des écoles. Il nous en manque quasiment un quart pour pouvoir fournir les besoins juste pour la technologie hydrogène. Donc là, clairement, il y a beaucoup d'innovation encore à faire et surtout pouvoir, au niveau de la recherche, on a fait beaucoup de travaux avec l'objectif des chercheurs de monter en performance et qualité des équipements, mais pas forcément dans un but premier d'industrialisation à grande échelle. Donc là, l'ingénieur, effectivement, va venir derrière le chercheur ou en parallèle un accompagnement pour pouvoir industrialiser tout ça et le faire fonctionner et le maintenir. Donc il y a vraiment des nouveaux métiers, pas d'ingénieur, mais de nouvelles compétences à mettre en place et là-dessus, tous les domaines de la physique sont nécessaires. C'est pas une question technique, c'est plus une question économique. Oui. Qu'envisage-t-on pour les ressources mondiales en platine pour les piles à combustible? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, par exemple, si je prends le platine sur un véhicule hydrogène, on a à peu près 3 fois plus de platine qu'un pot catalytique de voiture. Donc environ, on va dire, 30-40 grammes à peu près. Le platine est recyclable. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place derrière. Donc là, les filières de recyclage des pots catalytiques aujourd'hui satisferaient ce besoin. Donc aujourd'hui, vous avez 1,5 milliard de voitures en circulation. De tête, je crois qu'il y en a à peu près 400 millions qui sont catalysés. Donc, si j'utilise le platine de ces véhicules qui ne seront plus utilisés demain, aujourd'hui, on satisfait par le recyclage quasiment toute la filière d'hydrogène nécessaire pour les électrolyseurs et la pile. Bien sûr, après, les ressources platine ne sont pas forcément critiques à ce stade-là. Après demain, on va dire dans 30-40 ans, si on va vraiment vers une massification de l'hydrogène, là, on va commencer peut-être à avoir quelques soucis de ce côté-là. Néanmoins, on travaille en Europe sur des autres catalyseurs qui sont pour l'instant au stade de la recherche. Donc, c'est des matériaux non rares, restent des métaux, mais on va dire plutôt des alliages spécifiques, pour essayer de venir, on va dire, compenser ce coût de platine et cette raréfaction des matériaux le temps que la technologie se démarre. On va dire pour les 30 ans à venir, on a largement assez avec ce qui est mis en place pour la partie automobile et transport terrestre classique, on va dire. Tout à l'heure, vous avez parlé des systèmes autonomes qui n'existent pas encore, mais qui sont en développement. Bon, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'outils en série. Oui. Quels sont les rendements qu'on peut espérer avec ce type de dispositif? C'est une très bonne question. Ce système-là, alors pour faire simple, si je compare un véhicule électrique, qui a un rendement, on va dire, de la prise à la roue d'environ 70-80%, le véhicule hydrogène, depuis le réservoir d'hydrogène, depuis la prise qui a fabriqué l'hydrogène jusqu'à la roue, le rendement est environ de 25%. Donc, c'est pas bien. Par contre, il n'est pas bon parce que je ne valorise pas la chaleur. Donc, ce système-là est intéressant en termes de rendement si je valorise la chaleur. Après, si je ne valorise pas la chaleur, ce système-là, s'il est posé en plein milieu d'un site où il n'y a pas de port électrique, notamment on travaille beaucoup nous avec les îles, la Polynésie ou certains pays côtiers qui n'ont pas de réseau électrique, le coût qu'on va payer en plus d'hydrogène, forcément qui aura un coût pas négligeable, rend le service qui n'est pas aujourd'hui fourni par l'électricité. Donc, mais quoi qu'il en soit, je vous rejoins là-dessus, ce système de ce type-là stationnaire, il est très important, essentiel de valoriser la chaleur pour pouvoir un rendement le plus large possible. Et là, typiquement, on serait, alors bien sûr, si je prends une turbine Pelton, le rendement, c'est pas non plus la panacée, mais si je m'arrête à l'électricité qui est là, on serait sur des rendements entre 60 et 85% si je valorise la chaleur le mieux possible. Moyen. Alors, je ne vous entends pas.
Oui. Donc, c'est Denis Jardin de Lorraine. Et je sais il existe un réseau Dynamise sur la Lorraine pour justement valoriser l'hydrogène. Comment vous situez-vous par rapport à ce réseau? Alors, très bonne question, merci. Donc, Dynamise, effectivement, le réseau en lien avec le pôle véhicule du futur pour tout le Grand Est. On a son pendant en région Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle le Club Hydrogène. Et le pôle véhiculture travaille aussi sur ce pôle. Donc, le pôle véhiculture futur, qui est un cluster financé à moitié par l'État et par les projets qu'il mène, travaille sur du Grand Est à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous, côté FC Lab, on est membre premium du conseil d'administration, membre fondateur de ce consortium. Et on travaille donc depuis le Grand Est avec Dynamise et tous donc les industriels de membres de ce pôle, de ce cluster, avec aussi donc les industriels de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on connaît assez bien, on a des projets communs avec eux. Et c'est aussi pour ça que le laboratoire, notamment l'EMTA, qui est à Nancy, travaille avec nous. On est je ne comprends pas. J'ai pas si Oui, la question, donc on est un petit peu de toutes les régions de France. Quels sont les autres centres d'expertise dans les différents stades et les différents sous-ensembles que vous avez décrits en France et d'une manière générale un peu dans le monde? Alors, en France, on a, on va dire, trois clusters. Donc, le nord-est, Lorraine, enfin, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, avec FC Lab, notamment en partie recherche, qui fédère beaucoup de travaux associés. On a bien sûr Grenoble, avec le CEA, qui est notre partenaire. Donc, on va dire, voilà, en France, vous avez le CEA, le CNRS, qui travaille, quoi qu'on peut imaginer, main dans la main, sur beaucoup de projets. Donc, on va dire Grenoble, donc la région Ri, le Grand Est, Lorraine, Belfort et Nord-Franche-Comté, et le Sud-Ouest avec Toulouse pour la partie aéronautique. Donc, on va dire ces trois gros pôles-là, on va dire scientifiques et industriels qui travaillent ensemble. Au niveau industriel, cette fois-ci, on a aussi quelque chose qui est en train de se monter. Alors, je dis toujours le nom. C'est France Hydrogène, je crois. Non, ça, c'est le nom de l'association. C'est l'ancien nouveau nom de la FIPAC. Il y a une entreprise qui s'appelle Hydrogène de France. Ça y est, c'est bien. Hydrogène de France qui est en train de s'installer dans les Landes, qui va faire une gigafactory de piles et combustibles et d'électrolyseurs. MyTech est en train de s'installer donc à Belfort pour faire une gigafactory d'électrolyseurs également. Et j'oubliais Lyon, filiale, maintenant plus filiale, mais on va dire entreprise Alstom, qui est à Aix-en-Provence, qui se lance très fort aussi dans la partie pile à combustible. Les réservoirs, vous avez plusieurs sites, notamment le site de Bavent vers chez nous à Belfort pour Forestia et à Langeois qui est à côté, qui lance une entreprise pour fabriquer les réservoirs pour le groupe PSA, enfin Stellantis maintenant. En Europe, en Allemagne, vous avez beaucoup de... Alors, il y a eu Daimler, Mercedes a travaillé très très tôt sur la pile, bien avant nous. Nous, on a démarré en 2000, ils ont démarré en 1990. Et paradoxalement, ils sont totalement arrêtés. Donc, Daimler a arrêté, ils ne font plus que de la batterie. Alors, ils ont une petite équipe de veille encore d'ingénierie. Néanmoins, on a des fournisseurs de piles allemands, donc, notamment Erinklinger, qui est un des fournisseurs de Bosch, et notre fournisseur qui est en Suède, qui s'appelle PowerSet, qui a été aussi racheté par Bosch. Alors pour faire simple, hein, pour l'automobile, vous voyez que ça s'est vraiment structuré en termes d'équipementiers de rang 1. Donc tous les gros équipementiers ont les entreprises partenaires qui sont montées au capital pour pouvoir avoir quelque chose d'assez massif. Et typiquement aujourd'hui, vous avez Symbio qui est Faurecia, Michelin, Stellantis, hein, parce que Stellantis c'est on va dire l'actionnaire numéro 1 de Faurecia. Qui sont construits. Renault, avec sa filiale Plug Power, qui est allemand, s'est construit aussi, hein, qui est une force de frappe un peu plus faible de ce côté-là. Les Allemands, pour l'instant, ne sont pas trop présents, donc ils cherchent à capter des marchés, mis à part Bosch, hein, capter des marchés de fournisseurs. Il y a BM qui se tâte un petit peu. BMW annonce effectivement quelques véhicules hydrogène l'année prochaine. Par contre, ils n'ont pas encore passé de partenariat très fort avec des fournisseurs de piles. Et clairement, la fausse bonne idée aujourd'hui à faire en Europe, c'est faire ce qu'a fait Toyota il y a 15 ans et Hyundai il y a 15 ans aussi. C'est qu'on n'a pas la force de frappe pour fabriquer notre propre pile. Hyundai et Toyota a mis plusieurs centaines de milliards d'euros sur la table il y a 15 ans pour fabriquer leurs voitures, leurs piles, leurs techno.
En France, en Europe, ce qui est le marché qui est pris, aux États-Unis, c'est faire travailler les équipementiers pour avoir la technologie, pour pouvoir arroser, on va dire, le marché de l'automobile et du transport aussi lourd, hein, puisque ce sont les mêmes piles, mais multipliées dans les véhicules. Donc voilà, ça s'est structuré, on va dire, dû notamment aussi aux appels d'offres, hein, puisque le marché, voilà, l'État français a mis l'année dernière 7 milliards sur la table, mais avec des conditions derrière que ce soit des ETI et des grands groupes qui se lancent dans la technologie pour structurer la filière. Donc voilà, donc vraiment, voilà, si on met vraiment beaucoup d'argent derrière, il est clair que il y a de la place pour des PME, clairement. On a une startup qui s'est créée maintenant, qui est une PME qui fait des petits groupes électrogènes piles à combustible. Mais le gros marché aujourd'hui, électrolyseur piles, n'est tenable que si les grands groupes se lancent dedans. Et la Chine aujourd'hui qui fait beaucoup de choses toute seule et qui est un concurrent qui va être très très sérieux d'ici 3-4 ans. Parce qu'aujourd'hui, pour un labo FC Lab qui est aujourd'hui un labo unique en Europe en termes de capacité, il y en a 10 comme nous en Chine qui ont été montés en moins de 2 ans. Donc, mais on travaille avec eux. Et le plus rigolo, c'est que nos doctorants vont travailler là-bas. Donc, ils débauchent beaucoup de kilos euros des ingénieurs et les doctorants, les ingénieurs, les chercheurs français, européens. Ce que je retiens, David, c'est que finalement, on est dans une étape où on a besoin de personnes pour compléter les recherches, avant d'avoir des besoins pour industrialiser des machines. Et donc, lorsque nous intervenons auprès des doctorants ou des ingénieurs, c'est un grand message d'espoir pour tous les gens qui sont doctorants, qui font de la recherche. Ouais. Alors, je dirais, on est un petit peu entre les deux. Sur la partie pile à combustible, je vous rejoins. On est à, on va dire, au TRL 8, on commence à avoir une semaine spirale qui va démarrer, mais il y a toujours besoin effectivement des chercheurs. Aujourd'hui, typiquement, nous, on a des contrats de 5 ans pluriannuels avec des grands groupes que j'ai cités pour les accompagner sur la partie transfert et massification. Sur électrolyseur, notamment électrolyseur stationnaire, on est plutôt aujourd'hui sur des processus qui fonctionnent bien. Là, par contre, ce qu'on a besoin, bien sûr, des ingénieurs pour construire les usines, donc plutôt, on va dire, sur cette partie-là. Et on a commencé à avoir besoin des gens qui font de la maintenance, donc techniciens et ouvriers. Là, on commence aussi à avoir des trous dans la raquette. Donc aujourd'hui, typiquement, le marché, on imagine quasiment, c'est un marché pour 2025, entre peut-être 2000 à 5000 emplois par an minimum dans les 5 années à venir à créer dans la filière hydrogène. Par contre, les métiers, les diplômes n'existent pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'ouvrier qui est capable, enfin, un technicien qui fait la maintenance des piles, ça n'existe pas. Des ingénieurs, il y en a quelques-uns, mais voilà, tout est à construire. Allô? Vous m'entendez? Oui, j'étais en train de remettre le micro parce qu'on l'a coupé comme vous voulez. Non, simplement, on retrouve cette problématique. C'est Marc Vendre, notre président. Jusqu'à présent, j'étais considéré que quelqu'un. Rappelez-moi son nom. C'est Marc Rémo, il est jeune, il est mieux. On a les mêmes prénoms. C'est un Auvergnat, c'est normal. Alors, David, je tenais au nom des gens qui sont ici, au-delà de la communauté d'ingénieurs, vous remercier. Je vais vous poser une question et puis en même temps, je vais vous demander de noter une date, qui est celle du 4 mars 2022, puisque j'aurai le plaisir de vous demander de vous remettre à contribution pour la Journée nationale des ingénieurs qui se produit aussi dans le cadre du World Engineering Day. Et le thème sur lequel nous travaillons, qui n'est pas totalement je veux dire coulé dans le marbre encore, mais quoique, ça va être de traiter justement de toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et l'ambitieux objectif que nous sommes fixés et que je fixe à l'IESF dans cette organisation, c'est de connecter dans la même visioconférence la côte est des États-Unis, la France bien sûr et l'Europe et la Chine, avec évidemment des intervenants qui seront de ces 3 zones géographiques et donc dont vous. Voilà. Et entre-temps, d'ici le mois de mars, je pense que les travaux et les partenariats auront évolué. On commencera à voir peut-être quelques véhicules de Stellantis et de Renault sur les routes. Les trains commencent à fonctionner. Les bus, on en trouve de plus en plus dans les grandes métropoles régionales. Et ma dernière petite question, qui est éventuellement anecdotique, mais comme je suis un utilisateur, quid du vélo assistance électrique à hydrogène? Alors, première question pour le 4 mars, je vais bien noter la date, donc merci pour l'invitation, donc volontiers vous pouvez participer. Deuxième question, alors je rebondis, vous êtes utilisateur d'un véhicule électrique, d'un vélo assistance électrique classique ou assistance électrique et hydrogène?
classique. Mais je sais aussi qu'il y a au moins un fabricant français qui fait de l'hydrogène, mais je voudrais avoir votre point de vue, c'est-à-dire de praticien et de technologue, sur la fiabilité, la viabilité de cette solution. Alors, je vais être assez cash, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, pour moi, il faut bien voir que le véhicule hydrogène n'est pas fait pour rouler en ville sur les petits parcours. Ça, c'est le domaine de la batterie. Pour faire simple, si vous faites 30 km par jour, vous allez chercher votre pain, vous faites 2-3 courses, aucun intérêt d'avoir un véhicule hydrogène. Le véhicule hydrogène, en gros, il faut rouler au moins 30 000 km par an minimum, dédié aux engins qui flottent captifs, qui tournent toute la journée et qui ne vont pas du porte-à-porte. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, il y a vraiment un marché complémentaire. C'est pour ça que les deux ont un intérêt. Et en plus, vous avez compris, dans un véhicule hydrogène, il y a une batterie aussi, obligatoirement. Donc, le vélo électrique, avec les performances qu'on connaît aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont de bonne qualité, qui ont des performances très très bonnes et des batteries qui sont de moins en moins chères. C'est largement suffisant pour s'encombrer d'une pile à combustible, d'un réservoir d'hydrogène, qui va un jour ou l'autre, parce que ce ne sont pas non plus des piles d'une qualité phénoménale, vous coûter très cher à remplacer dans les quelques années. C'est intéressant, on en a fait beaucoup des étudiants pour s'amuser, ça fait de super projets, mais je ne pense pas que c'est un intérêt particulier. Il vaudrait mieux faire un petit scooter à ce compte-là éventuellement, mais la batterie aujourd'hui a une densité d'énergie de puissance suffisante pour ses besoins, pas lieu de s'encombrer avec ça. C'est clair, je vais rester sur l'électrique avec pile et batterie. En tout cas, mille merci. David, merci beaucoup. Je reprendrai contact avec vous. Et double merci d'avoir quand même consacré une partie de votre samedi après-midi à nous. Pas de souci, aucun problème. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Et puis, donc, n'hésitez pas à transmettre mes coordonnées si y a des questions particulières. Je peux vous y répondre, il n'y a aucun problème. Pas de souci, je suis agressé pour les données. D'accord. Merci, au revoir. À bientôt et puis bonne fin de journée et bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir.